Bien, bonjour à tous. Je vois que je vous ai fait sursauter. Désolé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est à nouveau un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, on s'est vu hier lors du prix Liberté 2021. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Vous êtes toujours en forme comme hier, vous l'étiez? Alors hier, j'avais demandé à Tom, à Enora, à Sophia de mettre un petit peu l'ambiance. Alors ça a été là votre soirée hier soir, ça s'est bien passé? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiance et que vous avez fait trop la fête? L'anniversaire de Marie-Thérèse, c'est ce soir? C'est ce soir, d'accord, voilà, c'est pour ça, il se prépare. Pardonnez-nous. Je vais reposer la question, vous allez bien aujourd'hui? Vous êtes très calme. Et si on fait vibrer un petit peu les murs, et si je vous repose la même question, mais que votre objectif c'est de faire vibrer les murs, et donc de faire vibrer la liberté en même temps, cet esprit liberté, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce qu'elle vibre vraiment la liberté? Là, on essaye une dernière fois quand même. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui. Ah, très bien, merci beaucoup. Mais en tout cas, moi je suis très fier d'être devant vous. C'est toujours un petit peu une petite peur hein, quand même d'être devant tant de jeunes engagés. Et puis en même temps une fierté. C'est vraiment très agréable de voir que les combats, vous les menez, vous vous en emparez. Et donc ça, on est fiers, vous, et puis vos enseignants également, avec lesquels j'ai pu échanger, avec certains d'entre eux. Voilà, ça fait évidemment plaisir. Et puis c'est très intimidant. Et il n'y a pas seulement l'anniversaire de Marie-Thérèse qui est intimidant, il y a surtout vous devant moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est également intimidant parce que, et il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est à la fois une fin et un début. Alors c'est la fin d'un programme, Walk the Global Walk, programme européen, programme triennal, c'est la fin, donc voilà, on arrive au terme de ces 3 années, mais c'est aussi un début, le début d'un nouveau programme, le programme ECO. Alors ECO, c'est quoi? ECO, c'est écologie, économie, et puis comme il manquait quand même la dimension humaine, eh bien au milieu on a le H de l'humain, l'homme, parce que l'homme évidemment est central, mais rassurez-vous, on va en parler, on va découvrir ce programme. Alors, je m'écarte, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, on va vous proposer une rétrospective de ces 3 années. On va voir un petit peu le travail que vous avez mené. On va le découvrir avec vous, parce que c'est vous qui allez prendre la parole, bien entendu. Et puis, on va se projeter avec ce dispositif ECO. Quelques chiffres, si vous le voulez bien quand même, parce qu'ils sont impressionnants. 124 classes pour le projet Walk the Global Walk. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Walk the Global Walk. Voilà, je vais le faire doucement, ça va être mieux. 124 classes mobilisées, 86 établissements, 3060 élèves, 215 enseignants, 960 heures de sensibilisation et 276 déplacements. On aura quelques images d'ailleurs de ces déplacements un petit peu plus tard, vous allez voir, la bonne ambiance règne. Je vous rappelle les 3 ODD qui ont été traités. Alors 2018-2019, c'était l'ODD 11, Ville et communauté durable. ODD 13 pour 2019-2020. On va en parler. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et puis 2020-2021, ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. On va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, et quand je dis on, finalement, c'est plutôt vous qui allez en parler. C'est ça qui est intéressant, c'est d'entendre votre voix, d'entendre votre engagement, vos actions. Et il y a des personnes ici très attentives parmi nous, puisque nous avons la chance d'être en compagnie d'une délégation représentant le groupe des parlementaires pour la paix. On va découvrir ensemble ce groupe de parlementaires et leur engagement. Ils viennent du monde entier et ils œuvrent évidemment, comme vous finalement, au service de la paix et de la liberté. Voilà, vous avez le programme. Je vous propose de débuter en images avec la rétrospective de la première année du dispositif Walk the Global Walk. Vous êtes à la recherche de tout ce qui rend... Tu peux lire? Je crois pas. Chers élèves, vous êtes à la recherche de tout ce qui rend la ville de Caen durable. Votre mission est de parcourir les infrastructures de la ville et de réaliser les défis proposés. Une fois le défi réalisé, vous obtiendrez un mot indice qui vous permettra de trouver le mot-clé. Vous allez d'abord, avec l'application Mirage Make, scanner le QR code qui se trouve ici. Avec le QR code, vous allez avoir accès. C'est tout à fait ça. Vous avez tout trouvé, bravo.
On est un peu mal barré. Oui, ça y est, on a eu un C'est quoi? Ah, on le dira pas, c'est un secret. C'est un trousseau de clés. Une molette. C'est pas Une clé à molette. C'est clé. C'est clé. C'est bon, allez, on est parti. Vous avez trouvé le mot, il faut aller en haut. Allez, bon, C'est bon, j'ai le mot de passe. C'est clé. J'ai le bras, je vais tout seul. Cherbourg. Du lycée du Golfe, à Dieppe. Au lycée Val-de-Seine à Grandqueville. Au lycée agricole de la ville du Mont-Saint-Michel. Du lycée agricole d'Yvetot. À Thiers. Allez, c'est parti. Bah, il faut comprendre qu'il faut faire attention à la planète parce qu'on en a une, on n'en a pas deux. Déjà qu'il y a énormément de gaspillage par année. Ouais, ok. Nos thématiques qui nous touchent le plus, c'est dans l'environnement handicap. Handicap. Monsieur Morin, l'an passé, 800 personnes. Cette année, on a dépassé les 1000 élèves mobilisés dans toute la région. Voilà la relève. Et là, ce que vous attendiez, voilà, c'est magnifique. La capacité que nous avons tous à dire on ne va pas accepter ça. Mais en y réfléchissant bien, notre projet pourrait même s'appliquer plus globalement. En 4 étages. Le premier étage, c'est celui avec les déchets. Pourquoi faire des granges? Des hommes, des femmes et des enfants. Donc le prix du public est remis à l'Institut. Forcément, je suis super content d'avoir gagné, mais je pense que s'il continue d'avoir des initiatives comme ça, c'est surtout la planète qui va y gagner, quoi. Voilà, je crois que c'est bien résumé. On a tous à y gagner, évidemment. Je le disais, il y a un programme de parlementaires pour la paix mené par Open Diplomacy et la région Normandie. On y reviendra. Et on a la grande chance d'accueillir aujourd'hui, pour un discours introductif, Monsieur Manish Tewari. Il est ancien ministre de l'information et de la radiodiffusion de l'Union indienne. Il est avocat à la Cour suprême et il est député, membre du Lok Sabha. Si vous voulez bien accueillir Monsieur Manish Tewari. Je vous en prie, prenez un micro. Good afternoon, bonjour à ladies tous. and gentlemen. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Merci beaucoup au Forum ici en Normandie et l'Institut de diplomatie ouverte pour nous donner à tous parlementaires l'opportunité, l'occasion d'interagir avec vous. C'est extrêmement énergisant de voir ou de constater tellement de jeunes gens dans une salle et surtout tenant compte du contexte des 18 mois précédents et celui de COVID-19, ce que ça a fait non seulement aux êtres humains, mais également à la planète. Je suis très content d'être ici en Normandie. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
je essayais de percevoir ce que c'était effectivement ce Global Walk et ce que ça représentait pour tout le monde. Je crois que ce qui est le plus important, compte tenu de la pandémie, les ODD deviennent de plus en plus importants. Je viens d'un pays qui est assez jeune. Comme mon collègue Thomas m'avait attiré l'attention là-dessus. Donc, notre âge moyen est de à peu près 40 ans. Ici en France, 43,3 années. Donc, l'âge moyen. Donc, en Inde, c'est un grand pays, bien évidemment, 1,35 milliard de personnes. Donc, il faut qu'on se concentre sur les générations à venir. Et on se concentrait beaucoup sur l'éducation. Nous avons finalement atteint de l'éducation uniformisée pour tous, non seulement pour le primaire, mais également pour le secondaire. Et je pense que si on peut donner une éducation correcte à nos jeunes gens, on pourrait créer des citoyens internationaux beaucoup plus responsables. Étant donné que COVID nous a montré que des sillons nationaux n'existent plus, nous avons constaté effectivement ce qui se passe dans un pays, en l'espèce en Chine, ça peut affecter et ça va affecter le monde dans son entier. Donc nous avons beaucoup de défis. Celui du changement climatique, celui des désastres naturels, des désastres qui reviennent de plus en plus fréquemment, que ce soit le défi des endroits sans droit, que ce soit le défi que toute la population mondiale reçoivent une éducation et que toutes et tout citoyen et citoyenne mondiale aient une vie synonyme de paix et également de sécurité pour lui permettre de s'épanouir. Donc, ce sont les ODD qui deviennent de plus en plus importants. C'est vrai que des endroits du monde ont des taux de développement différents. Par exemple, en Asie du Sud, nous n'avons pas atteint le même développement qu'en Europe. Ceci est également applicable à d'autres régions du monde. L'Europe est bien évidemment l'endroit au monde le plus intégré et le plus développé. Mais je suis d'avis que ces ODD sont une sorte de responsabilité partagée. Chaque personne ou chaque communauté doit les implémenter, doit les mettre en œuvre, doit contribuer, parce que sinon, on ne peut assurer la pérennité de notre planète, étant donné que les défis qui nous confrontent sont pressants. Et les jeunes gens qui seront les leaders de demain, ils ont une responsabilité plus importante. Malheureusement, moi, en tant que ma génération, nous n'avons pas effectivement pris compte de l'ampleur de cette responsabilité. Donc, je vous appelle à travailler ensemble, non seulement ici en France, mais partout dans le monde, de travailler ensemble, de créer des liens, des alliances, comme nous avons fait. Nous avons créé cette coalition des parlementaires pour nous permettre à tous de discuter entre nous, mais plus important, d'écouter des avis différents. Parce que dans la conversation, il y a également l'idée qu'il faut écouter. Et ça me semble plus important d'écouter que de discuter, de parler. Ainsi, on pourrait trouver des solutions applicables de façon générale. Je pense que nous voulons avoir un dialogue ensemble.
On veut écouter ce que vous avez à dire et nous allons donc par la suite tenter de vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Manish Tewari. Manish Tewari. Thank you so much. On l'a entendu dans le discours de monsieur le ministre, monsieur le député, l'écoute, cette notion très importante. On en parlait également hier lors du prix Liberté, savoir s'écouter. Est-ce qu'on a, je fais une petite aparté, est-ce qu'on pourrait avoir une lingette pour désinfecter, vous savez, le micro, pour respecter les conditions? Voilà, je crois qu'il y en a une là-bas, si ça ne vous dérange pas, puisque ensuite on va s'emparer de ce micro. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Alors on poursuit avec la découverte du travail mené par les jeunes collégiens lycéens en 2019-2020. Ils ont travaillé sur l'ODD 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et je crois que le mieux pour en parler, je le disais, c'est de recevoir des élèves qui se sont impliqués dans ce dispositif. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Léo Gouraud et Camille Clément. Ils nous rejoignent tout de suite. Venez. Super, merci beaucoup. Voilà, j'ai ma réserve de lingettes. Venez, mettez-vous là, approchez. Camille. Voilà, Léo, prends un micro. Camille, tu prends un micro. Alors, vous avez fait plein de choses, mais notamment le dispositif Walk the Global Walk. Vous y avez adhéré, vous vous en êtes emparé. Pour parler, vous allez pouvoir enlever vos masques, il n'y a pas de souci. C'est totalement autorisé aujourd'hui. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut... Léo, on va commencer avec toi. Quelles actions, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles actions vous avez menées? Partagez ça avec nous, qu'on comprenne bien votre engagement. Alors, déjà, premièrement, bonjour à tous. Effectivement, on s'est beaucoup engagé. On a d'abord commencé grâce à Alexandra et à toute l'équipe Walk the Global Walk. Donc, on a d'abord participé au concours sous forme d'un agenda écologique où nous avons ce fameux agenda-là. Je l'ai dans les mains. Donc là, vous avez abouti à la création d'un agenda envie-défi. Exactement. C'est quoi cet agenda? Je vais vous demander, si vous voulez bien, parce que on a ici des traducteurs, on va essayer de ralentir notre débit. Moi-même, je parle très vite. On va essayer de ralentir notre débit pour qu'il puisse traduire pour les personnes non francophones. Il n'y a pas de souci. Merci. Nous avons de base décidé de dire aux gens, aux lycéens qui sont avec nous à l'établissement Saint-Joseph, dans l'établissement Saint-Joseph, nous avons décidé de leur parler des choses que nous pouvons faire au quotidien pour changer, pour changer certaines habitudes, et rien que économiser de la lumière, de l'énergie. C'est un petit geste, mais qui suffit. On en parle beaucoup et en même temps pas assez. Chaque jour, en fait, dans cet agenda, vous proposez un défi. On s'en empare, on s'en empare pas, on ne culpabilise pas. L'idée, c'est on propose un défi. Alors, par exemple, le 8 avril, je regarde, réduit le temps sous la douche, même si elle consomme moins que les bains, évitons de gaspiller l'eau. Exactement. L'idée est que chacun puisse, justement, comme vous dites, s'en emparer et, on va dire, participer à ce mouvement écologique. Et nous avons décidé de faire ça sous la forme d'un agenda parce qu'un agenda, vous le savez tous, on s'en sert énormément. Et nous avons décidé de faire un agenda écologique fait avec du papier recyclé. Oui, en plus dans la démarche. Exactement. Vous êtes donc au lycée Saint-Joseph du Havre. Combien d'agendas de ce modèle avez-vous imprimé et distribué? Alors, nous avons vendu ces agendas au prix de 2 €. Et nous avons vendu à peu près 200, sachant que c'était pendant la période Covid. Donc c'était déjà assez compliqué, mais nous avons quand même réussi à en vendre certains. Et beaucoup de personnes nous disaient je n'avais pas vu qu'il y avait l'agenda, mais ça m'intéresse énormément. Et donc on a réussi à en vendre quand même pas mal. Et les retours ont été très bons. Et tout le monde était très intéressé et c'était très positif et très belle expérience. Camille, j'ai envie de te poser cette question pour
Pourquoi, comment on en arrive à vouloir s'engager comme vous l'avez fait, notamment dans le dispositif Walk the Global Walk, mais pas seulement. C'est quoi cette envie? Ça émerge d'où et c'est pour aller où, Camille? Tu peux enlever ton masque ça émerge si tu souhaites. Tu peux enlever ton masque, hein, Camille, si tu veux. Ça émerge d'un concours de classe, en fait. Et par le biais de ce concours, on découvre en fait qu'on est écouté, qu'on a une voix. Et que les gens autour de nous écoutent, et que les adultes notamment nous écoutent et prennent en compte ce qu'on dit, et que ça sert à quelque chose. Tu as l'impression que le regard des adultes a pu changer aussi sur vous, Camille, par rapport aux actions que vous avez menées, par rapport à cet engagement, ce projet alors mené de A à Z. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le regard? Pour moi, oui, ils nous font plus confiance. Ouais. Ils nous regardent peut-être plus comme pas forcément comme des adultes, mais plus comme leurs égaux, je pense. Et comme des gens qui ont des idées. Comme des gens qui ont des idées. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'ils n'en étaient pas complètement certains, pas tous les adultes, parce que si ce concours est né dans votre classe, c'est bien qu'il y a eu la volonté des enseignants, mais pour toi, c'était pas toujours évident d'être écouté et sentir que tu étais adulte finalement. C'est ça. Non, c'est vrai, certains adultes nous considèrent beaucoup comme des enfants, comme des personnes immatures au final, mais découvrent peut-être par nos projets qu'on peut avoir de bonnes idées et finalement être mature. Et que vous avez des grandes idées. Oui, tout à fait. Alors, vous avez continué, Léo, votre engagement, parce que vous avez répondu à une consultation qui avait été lancée par l'Institut, notamment, et cette consultation a abouti à un guide pour la Normandie de demain, petit guide que voici, un guide de propositions que vous avez fait. Tu peux me parler un petit peu de ce travail, donc guide des propositions sur le gaspillage alimentaire, sur la gestion des déchets. D'ailleurs, ce guide, tu étais venu le présenter déjà aux assises régionales du développement durable. Alors oui, effectivement, ce projet, ce travail que nous avons fait en partenariat avec Alexandra et son équipe, qu'on remercie d'ailleurs énormément, c'est grâce à eux qu'on a pu s'investir autant. Oui, nous sommes réunis avec quelques jeunes de la région qui avaient envie de changer les choses, et nous avions envie, de montrer quelques idées que nous pouvions avoir. Et par le biais de ce petit carnet, de ce petit livret avec quelques idées, nous avons mis en commun, comme ça a été dit déjà précédemment, nous avons parlé, mais nous avons surtout écouté. Et nous avons du coup au final le résultat de cette écoute, de cet échange qui a abouti à un petit carnet. Et c'est une belle preuve qu'en s'écoutant les uns les autres, c'est quelque chose d'assez, fructueux, on va dire. C'est ça rejoint ce que disait Monsieur Théouari, l'écoute, effectivement. Je lis agir face aux catastrophes naturelles, cartographier les risques en Normandie, montée des eaux par exemple, et travailler avec des professionnels pour lutter dès à présent. Ça aussi, c'est le travail qui a été mené par le GIEC normand, qui a été présent lors de ces assises. Camille, toi, tu te sens aussi impliqué dans des enjeux de ce type-là, vastes, finalement, parce que ce sont les enjeux du réchauffement climatique. Je pense, oui, puisque c'est notre planète aussi. Et ça va le rester pour un certain nombre d'années. On l'espère. J'ai envie de vous demander à tous les deux, et après, comment on poursuit? Parce qu'il y a de l'énergie, on sent de la passion, de l'émotion aussi, mais ça ne va pas s'arrêter là, j'en suis convaincu. Léo, et après? Alors, et après, on continue de s'engager si possible. Par exemple, nous avons du coup produit ce petit carnet, et à l'intérieur, il y a une recommandation qui est, pourquoi pas, créer dans l'établissement un atelier de réparation. Nous avons décidé, après les paroles, de passer à l'acte et de mettre en place cet atelier, donc, qui est en train d'être mis en place dans notre établissement. Alors, réparation de vélos? Effectivement, réparation de vélos pour valoriser l'éco-conduite, l'écomobilité, montrer que quand un objet est cassé,
il n'est pas forcément à jeter, mais plutôt à réparer, et que c'est assez facilement réparable, notamment dans ce cas-là pour les vélos. Mais même après cela, s'engager, c'est même pas forcément faire des grands projets, mais c'est, je pense, au quotidien aussi. Mais oui, on va pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Camille, je crois que c'est pareil pour toi, hein. Tu vas pas t'arrêter là. Non. Ça peut devenir un métier? Oui, je pense. Moi, je voudrais en faire mon métier, c'est vrai. C'est-à-dire? Moi, je voudrais faire de l'éco-conception et dans l'industrie plutôt. Donc rendre un objet en fait plus écologique. Bravo. Avant d'accueillir notre grand témoin, Camille, j'aimerais te poser cette dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux élèves à partager, hein, puisque là, on est dans un moment de partage, on s'écoute justement. Quel pourrait être ton conseil, toi qui t'es déjà engagé et qui souhaite encore aller plus loin? Je pense surtout d'oser. Oser? Même si ça fait peur, souvent. D'oser aller demander et se renseigner. Et même si on nous dit « bah non, t'as pas le droit de faire ça pour X raisons », de se dire bah, peut-être que ça c'est possible dans notre établissement, mais personne ne l'a envisagé. Et si tout le monde se dit qu'on ne peut pas le faire, eh bien personne ne le fera jamais. Exactement. Bah voilà, hein, Léo et Camille, on peut les applaudir. Allez, restez sur le plateau parce qu'on va accueillir notre grand témoin. J'invite Thomas Friand à me rejoindre sur scène. On l'applaudit. Il est fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy, dont je parlais en introduction, hein, avec notamment le dispositif parlementaire pour la paix. Alors Thomas Friand, vous, l'implication des jeunes, cette maturité, vous la connaissez bien parce que vous avez créé Open Diplomacy, cet institut qui était une association hein, il y a 10 ans, quand ça a commencé. Alors toujours le statut associatif, mais alors qui a vraiment grossi. Parlez-nous un petit peu de l'Institut Open Diplomacy. Alors, je pourrais vous parler longtemps d'une association. Mais en fait, je vais vous parler de la raison pour laquelle je l'ai créée. Et je devais avoir, je crois, 4 ans de plus que Léo et Camille. Donc surtout, gardez vos grands projets, parce que d'ici très peu de temps, ça peut grandir. Très vite, très fort. Et à l'époque, moi, j'étais étudiant. On était en pleine crise financière. J'étais étudiant dans une grande école, j'avais cette chance, et on me promettait en entrant que j'allais avoir un job, et à la fin, je savais que la crise, c'était pas vraiment ça, quoi. Et en fait, il y avait des crises, et le G20 qui se réunissait tout le temps pour dire on va trouver une solution, on va trouver une solution, on va trouver une solution. Puis au G20, vous savez comment c'est, hein, la moyenne d'âge des Français, au G20, elle fait pas le figure par rapport à la moyenne d'âge des chefs d'État et de gouvernement du G20, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée d'aller voir le président de la République française qui présidait le groupe et lui dire Monsieur Sarkozy, je sais que vous n'avez pas vraiment été élu sur un programme de démocratie participative, c'était plutôt l'idée de votre adversaire. Enfin bon, c'est pas bien méchant non plus. Et si vous faisiez de la participation démocratique à l'échelle du G20 pour les jeunes, parce que les décisions d'urgence que vous prenez maintenant, c'est des décisions que moi je vais subir toute ma vie. Et ça tombe bien, j'ai un peu une idée de ce que j'aimerais pour ma vie. Et je suis... Comme tous les jeunes de mon âge, j'ai envie d'être entendu. Nos amis anglais disaient « Nothing about us without us ». Rien à propos de nous qui ne nous implique pas. Et le président de la République, qui aimait bien l'austérité budgétaire, m'a dit « On fait un deal, just do it », comme disent nos amis américains. Par contre, je te donne pas un rond. Donc tu te démerdes avec 0 argent pour monter ton G20 des jeunes. Oui, parce que c'était pour créer le G20 des jeunes. Et qu'on a créé il y a 11 ans. Dans cette période de crise, et depuis tous les États successifs qui ont présidé le G20, et le G8, c'était pareil, ont continué de donner vie à ce G20 et ce G8 des jeunes, et nous, Open Diplomacy, on est né en France comme étant la structure qui allait recruter, former, coacher, financer avec une bourse ceux qui pouvaient prendre la parole avec les chefs d'État et de gouvernement du G20 pour leur dire « Eh bien, les amis, on est le 1er octobre, et d'après l'agenda de nos amis de Normandie, aujourd'hui, il faut défrigérer vos frigos, et si vous ne l'avez pas fait depuis 3 mois de plus, ça consomme nettement plus. » Alors évidemment, ça, c'est des conseils pratiques, mais derrière, il y a des implications politiques extrêmement importantes. Et la naissance d'Open Diplomacy, c'est ça, tout simplement ça, à l'échelle du monde entier. Et 11 ans plus tard,
après des pérégrinations, et je suis content de voir que j'ai des jeunes déterminés à mes côtés, je me suis dit, en fait, ce projet, c'est mon job. Il faut que j'arrête d'y passer un SMIC à côté de ma vie de travail de haut fonctionnaire dans la régulation financière. La vocation de ce truc, c'est juste la vocation de ma vie, c'est-à-dire de donner la parole à des gens qui n'ont pas la voix qu'il faut à l'échelle internationale. Il y a 11 ans, c'était pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est pour les parlementaires. Ce qui est passionnant, c'est que tous ces gens ont envie de se parler. Et donc moi, je fais un travail de trait d'union qui est absolument génial, où j'ai le cul entre deux chaises, entre deux, constamment, si vous me passez l'expression, entre les parlementaires et les citoyens, entre les jeunes et les vieux, entre l'ODD 5 sur l'égalité femmes-hommes qui me tient très à cœur, et je salue la destinée de Camille dans l'industrie, parce qu'on a besoin de femmes dans l'industrie, et l'ODD 13 sur le climat, où il faut aussi faire la jonction, et entre les pays. Et alors là, je voudrais juste dire un truc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que l'urgence climatique, c'est une absolue réalité, nécessité, il n'y a aucun doute. Par contre, on ne résoudra pas des défis globaux en mettant des frontières. Donc si on arrête subitement de se parler parce qu'on arrête de prendre l'avion, parce qu'on arrête d'aller rencontrer l'autre, si Jerry, qui vient du Togo, si Manish, qui vient d'Inde, si Rosa, qui vient d'Islande, si Fernando, qui vient d'Argentine, ne se rencontraient pas, on ne trouverait aucune solution à ce qui est dans ce petit agenda magique que je diffuserai partout autour de moi. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Les solutions sont importantes, mais il ne faut pas nous empêcher de nous parler des sujets qui fâchent. En tout cas, c'est pour ça que moi je suis venu à Caen. C'est pour présenter le fruit de ce dialogue, cette plateforme parlementaire pour la paix, qui liste tout simplement la façon dont les parlementaires du monde entier qui se sont rassemblés veulent apporter des solutions sur tous les sujets que vous avez traités, puisque notre feuille de route, si j'ose dire, c'est celle que j'ai là. Vous la connaissez tous. C'est les 17 objectifs du développement durable. Et alors finalement, voilà, chacun propose son programme. Vous avez le vôtre avec les parlementaires du monde entier. Les jeunes ici en Normandie ont le leur, mais j'imagine qu'il y a évidemment des passerelles. Oser, alors quand Camille disait oser, je crois que Thomas nous prouve qu'il faut oser, parce que vous irez sur le site de l'Institut Open Diplomacy et vous verrez effectivement de l'idée à aujourd'hui ce terreau et cette fertilité, c'est assez incroyable. Léo, Camille, est-ce que vous auriez une question à poser? Parce qu'on peut se projeter là avec Thomas, là. Là c'est concret. On se dit, vous me parliez de votre engagement. Est-ce que vous auriez une question à poser à Thomas? Je préfère vous laisser la parole. Comment constatez-vous, donc à l'échelle des parlementaires, que les parlementaires entendent et écoutent les jeunes? Et comment le font-ils? Alors ça dépend à quelle échelle on raisonne. En France, ça progresse. C'est très lent, mais ça progresse beaucoup. Et je peux vous dire qu'il n'y aurait pas de G20 des jeunes si la France n'avait pas porté cette idée. C'est passionnant de voir la progression de l'implication de la société civile, et en particulier des jeunes, dans la sphère internationale, sans un esprit de youth-washing. Nous, on a une liberté de ton, quand on est reçu à l'Élysée, qui est monumentale. Alors évidemment, on n'est pas là pour flatter le président de la République, ni qui que ce soit. C'est vrai à l'Assemblée, c'est vrai au Sénat. Je dirais pas ça partout. Il n'y a pas un parlementaire chinois là-dedans. Je ne vous fais pas un dessin. Pourquoi? Parce qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, en Chine, on n'a pas le droit de penser comme on veut. Penser comme on veut l'avenir de notre développement durable. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je n'attaque pas la Chine, qui est un grand pays qui a une histoire millénaire, mais le Parti communiste chinois tel qu'il exerce le pouvoir aujourd'hui en Chine, il ne laisse aucune option possible aux jeunes de parler de leur avenir, pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, c'est un État totalitaire qui supervise les jeunes dès leur plus jeune âge pour leur imposer un modèle de développement durable en s'assoyant sur les droits de l'homme, au prétexte que c'est la meilleure manière de leur assurer un avenir climatique. Donc, je ne sais pas, entre la France, dans laquelle les jeunes générations peuvent exprimer une grande frustration, ce qui s'entend parfaitement, parce qu'on a tous très peur pour notre avenir, il n'y a pas que nous, nos grands-parents aussi, ils ont peur pour nous, tout simplement parce qu'ils nous aiment. Ils n'ont pas fait grand-chose dans leur vie avant, mais n'empêche qu'ils nous aiment, donc ça commence un peu à bouger. Mais il y a des États dans lesquels cette discussion n'a même pas lieu. Et donc, dans les parlementaires pour la paix, ce que je peux dire, je parle en leur nom, si vous me permettez, mesdames et messieurs, les parlementaires, moi, je ne suis pas parlementaire, je suis juste, comme vous, un simple citoyen. Moi, j'ai un peu des idées, quand même. C'est que eux, ils ont la liberté. Et s'il y a un endroit, et c'est pour ça que j'étais heureux que Jonas, le directeur de l'Institut qui organise ce programme et qui a la liberté chérie à son cœur, nous propose cet échange, parce qu'en fait, ce qui fait qu'on peut avancer, c'est la liberté. Et cette liberté, c'est pas un droit, en fait. C'est un devoir de l'exercer exactement comme vous faites, c'est-à-dire de prendre la parole, take the floor, take the mic, put it the agenda,
Et stop. Et là, les vieux vous écoutent. Là, les vieux vous écoutent. Vous croyez, quand je me suis retrouvé face à Nicolas Sarkozy, j'étais assis au G8 de Deauville en 2011 à la place de DSK, Dominique Strauss-Kahn, parce que vous savez pourquoi, il n'était pas là à la réunion, le coco. Donc moi, ils m'ont donné sa place. Voilà. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Bon, il y avait Barack Obama à ma droite, ça foutait un peu les boules. N'empêche que c'était la première fois. Il y a bien une première. Et puis ça fait 11 ans que ça dure. Et même quand c'était chez les Chinois, et même quand c'était chez les Saoudiens, ça a duré. Pourquoi ? Parce que cette société civile mondiale qu'on organise, malgré les espaces de non-liberté qui existent dans la planète, on la tient. Et on la tient, et ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les trois pour votre engagement. Merci à tous les trois. Voilà, c'est très intéressant de voir le démarrage, comment une idée germe. On l'a vu avec Camille et Léo, et puis comment elle se propage ensuite. On l'a vu avec Thomas Friand, le directeur général d'Open Diplomacy. Merci beaucoup. On poursuit avec l'ODD 16, Justice et institutions efficaces. Alors ça, c'était l'ODD sur lequel vous avez travaillé en 2020-2021. Et pour en parler, évidemment, à nouveau, des élèves, Oscar, Axel, Émile, et puis leur enseignante, Marine Roussel, du collège Le Ferronnet de Cherbourg. Si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup, juste le temps de nettoyer les micros. Merci, installez-vous. Alors, je suis en compagnie d'Oscar Alix, d'Axel Jeanne Lejeune, d'Émile Alborino et de Marine Roussel. Alors, peut-être une première question, parce qu'au moment de travailler sur cette ODD 16, paix, justice et institutions efficaces, vous étiez collégien. Et j'ai envie de vous demander comment on fait, comment naît l'envie, peut-être Oscar, comment naît l'envie de s'engager dans cette ODD ? Tu peux enlever ton masque, du coup, pour répondre ? Oscar, si tu veux. C'est bon ? Vous gardez les masques ? Eh ben, c'est comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Comment, quand on est collégien, donc en 3e, donc on a 14-15 ans, on a envie de s'engager pour la paix, la justice et des institutions efficaces ? Donc on a eu l'intervention d'Alexandra Fontalier et l'Institution internationale des droits de l'homme. Ça pointe toujours vers l'Institut et vers Alexandra, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc on nous a parlé de ce projet, puis c'est un projet qui nous a plu, donc on s'est investi dedans, on a travaillé pour, puis on a tout fait pour réussir le projet. Alors, justement, on va peut-être parler ensemble de vos actions. Alors vous avez édité, voilà, c'est ça, montre-le, un petit livre illustré sur la justice. Qui nous parle de ce petit livre ? Qui nous explique de quoi il s'agit ? Oscar, tu continues, peut-être ? Donc pour ce livre-là, on était 22 dans la classe, et chaque élève a fait un texte et une illustration en anglais, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc du coup, ça donne un livre de 34 pages, si je ne me trompe pas. Et je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup touché et qui a beaucoup aidé pour le livre, c'est qu'on avait une émigrée dans la classe, enfin pas une émigrée, mais une personne étrangère dans la classe qui a vécu du harcèlement, et elle, pour la justice, a pris le harcèlement. Donc elle a fait part de son histoire personnelle, et ça donnait un vrai plus pour le livre, je trouve. Et du coup, on a fait ce livre-là qu'on a bien trouvé, et on est très fiers du rendu final. Oui, je pense que vous avez donc traité des sujets tels que death penalty, la peine de mort, procès équitable, fair trial. Voilà, il se pose quand même des grandes questions sur le monde et sur notre avenir aussi. Peut-être une question pour Émile. On évoque ces sujets, c'est facile de parler de tous ces sujets entre vous. Quand on a 14-15 ans, quand on vient d'horizons divers, quand on parle de peine de mort, de fair trial, d'inégalité entre hommes-femmes, comment ça se passe ? Normalement, c'est assez dur de parler de ces sujets, car c'est pas des sujets qu'on en parle avec ses amis ou avec tout le monde. Mais grâce à Alexandra ou Clémence qui sont venus nous faire des débats en classe, tout le monde a pu avoir des temps de parole. Et donc même après les cours, avec nos amis ou juste les personnes de nos classes, on arrivait à avoir des débats construits sans que ça parte dans des désaccords. Même s'il y avait des désaccords, il n'y avait pas d'embrouille ni rien. Donc ça a beaucoup aidé. Et oui, grâce à ça, on peut
on peut mieux parler avec les personnes et pouvoir dire ce qu'on pense. Et quand on parlait justement de ça, c'est qu'il y avait aussi toujours une forme de respect dans nos débats. Il n'y a jamais eu de friction, mais ou s'il y en a eu, vous avez toujours su, comme le disait Monsieur le ministre, vous avez toujours su rester dans l'écoute. Normalement non, parce que des désaccords, on a toujours envie d'avoir le dernier mot. Ouais. Mais grâce à plusieurs débats, comme je vous ai dit, qu'on a fait, on arrive à se mettre d'accord grâce à des arguments et à prouver que l'autre a raison, car il a eu un meilleur argument. Ouais. Axel, ça t'a transformé, toi, cette expérience? Ça a changé quelque chose chez toi? Est-ce que tu sens qu'il y a un nouveau regard ou pour toi, c'est dans la continuité de ce que tu es, de ton être, voilà, tout simplement? Alors, parle dans le micro, puis si ça ne fonctionne pas, on va t'en donner un autre. Essaye encore une fois. Ça nous a un peu tous changé, je pense, parce qu'on ne connaissait pas forcément ces idées de la paix, de la justice et des institutions efficaces. Donc je pense qu'on a tous eu un nouveau regard par rapport à ça, même s'il était différent. Ça nous a tous fait un peu grandir, je pense. On est avec Marine Roussel, parce qu'on n'oublie pas les enseignants, hein. Évidemment, ça ne se ferait pas s'il n'y avait pas des enseignants derrière, motivés et qui poussent les élèves. Alors d'abord, c'est un super outil, parce que vous, Marine Roussel, vous êtes prof d'anglais, et bien vous les avez fait bosser, hein, et on voit que tout est traduit, et puis des textes qui ne sont pas forcément simples. Ils se sont emparés du dispositif avec grand plaisir, j'ai l'impression, Marine. Oui, tout à fait. Déjà, j'étais pas non plus toute seule, on était une équipe d'enseignants. On cite Madame Vasselin, prof d'histoire géo. Elle est dans la salle, Madame Vasselin? Oui, elle est là. Où ça? La photo. Madame Vasselin, vous êtes où? Voilà, venez qu'on vous voit. Voilà, venez avec nous. On parle d'une équipe, une équipe d'enseignants, donc voilà, prof d'histoire géo, évidemment. Donc on était une équipe et il y avait aussi 2 classes et par la même occasion 2 projets. Donc il y a le projet, en effet, le livre 22 élèves pour la justice, pour la classe dans laquelle Oscar et Émile étaient l'an passé. Et il y avait un autre projet, plutôt sur la paix, pour la classe dans laquelle Axel était. Et donc pour les 2 projets, en effet, ils sont intervenus en langue anglaise. Parlez-nous de ce projet, justement. C'était un projet d'exposition, de dessin, et c'était pris et à la manœuvre les jeunes qui ont guidé les enseignants, etc. C'est ça, hein? Tout à fait. Peut-être Axel, tu peux en parler comment un ça petit s'est peu passé, cette expo? Parce que là, vous expliquiez en fait aux profs ce qu'ils voyaient. C'était vous les guides. En fait, finalement, c'était vous les enseignants à ce moment-là. Oui, on a fait découvrir à tous les élèves du collège ce que c'était la paix et comment on pouvait la représenter. Et eux-mêmes, ils pouvaient exprimer cette paix comme ils le voulaient à la fin de l'exposition, avec un mur virtuel où ils pouvaient laisser un message et aussi des messages papier qu'on pouvait accrocher dans la salle. Et il y a à peu près, je pense, la moitié du collège qui a visité cette exposition. Donc je pense que ça a pu faire avancer les choses. Marine, justement, j'ai envie de vous poser à vous cette même question que je posais aux jeunes. Est-ce que ça a fait changer votre regard sur ces jeunes collégiens, ou est-ce que vous, avec votre expérience, vous saviez de longue date qu'ils avaient cette maturité et qu'ils sont des adultes, finalement, peut-être, en partie? Déjà, en fait, je pratique la pédagogie de projet depuis toujours. Je dirais que pour moi, c'est essentiel. Ça donne du sens aux apprentissages. Mais là, en effet, par ces projets, les élèves sont vraiment acteurs des projets. Ils ont les responsabilités, et nous, on est un petit peu plus en retrait. Et on voit en effet les élèves différemment. Et on voit bien qu'en leur faisant confiance, en leur laissant la parole, bien finalement, c'est aussi comme ça qu'on se dirige vers une éducation de qualité. Ouais. Je pense que c'est très bien de le rappeler. On peut vous applaudir parce que on aimerait avoir que des profs comme ça, évidemment. Alors on a notre grand témoin, et j'aimerais qu'on puisse faire un échange ensemble avec ce grand témoin, que vous puissiez poser les questions. Il est député à l'Assemblée nationale du Togo, il est président du groupe parlementaire Nouvel Engagement pour le Togo. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Jerry Tahama. Je vais bien laisser ta place. Merci. Je vous en prie. Alors, peut-être
préciser que Jerry Tahama, vous êtes un militaire, vous êtes un ancien militaire, et bien vous avez participé notamment à une mission de maintien de la paix avec l'ONUCI. Donc la paix, la liberté, ça vous parle, l'engagement, évidemment, ça vous parle. J'aimerais une première réaction quand vous entendez ces enseignants et quand vous entendez ces jeunes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une grande émotion parce que je me projette, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, donc je me projette... On ne dirait pas. Donc je me projette un peu 20 ans en arrière, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même maturité, d'abord la même faconde, la même facilité à parler de thèmes qui sont plutôt des thèmes d'adultes. Et donc, quand on a 15-16 ans, on ne parle pas de paix, on ne parle pas de changement climatique. On joue plus à la PlayStation et on est plus sur WhatsApp. Donc, du coup, je suis vraiment ému par la maturité dont ils ont fait preuve. Et je suis aussi très admiratif de l'engagement des enseignants ici présents. Donc, voilà, donc que du bonheur. Et j'ai juste une assurance, ça veut dire que la relève est assurée. Voilà, la relève est assurée, effectivement. J'aimerais aussi qu'on plonge avec vous. Oui, bah Alexandra. Oui. Alors Alexandra voulait qu'on applaudisse. Donc on va applaudir. Parce que la relève, c'est vous, hein, finalement. J'ai une question malgré tout, si vous voulez bien, Jerry Tahama. On dit souvent, la relève est ici. C'est entre les mains des jeunes. Est-ce que c'est pas parfois une façon aussi pour certaines personnes de se défausser un peu de leurs responsabilités? Parce que finalement, c'est main dans la main qu'on doit avancer. Non, mais si on se contente de dire que la relève est au niveau des jeunes et on ne fait rien, ça pose un problème. On ne peut transmettre quelque chose que quand on est un exemple, quand on assure l'exemplarité et quand on montre le chemin. J'ai l'avantage, comme vous l'avez dit, d'avoir été militaire, officier formé à Saint-Cyr. Et dans ce genre de métier, on ne dit pas « allez-y », mais on dit « derrière moi ». Voilà, donc du coup, on ne peut pas parler de relève sans exemplarité, sans montrer le chemin et sans montrer les bonnes pratiques. Il est évident aujourd'hui qu'on ne peut pas demander aux jeunes de penser à l'avenir de la planète si nous-mêmes on ne change pas. Donc on ne peut pas changer les gens si on ne change pas nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas reposer l'avenir sur les jeunes si nous-mêmes on ne montre pas le chemin. Merci de le rappeler, ça c'est important quand même. Et puis ce message, derrière moi, bien voilà, on l'a aussi avec les profs, qui allez, venez, on y va, on s'empare de ces sujets. J'ai envie de parler des parlementaires pour la paix également, parce que vous faites partie de ce groupe de parlementaires sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble des continents, et vous avez aussi décidé, vous, de vous parler, de vous écouter et d'agir plus globalement. Parlez-nous un petit peu de vos collaborations. D'abord, l'initiative de parlementaires pour la paix est une excellente initiative parce qu'elle permet à des gens qui souvent ne se parlent pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens parlent plus de souveraineté nationale. Donc, du coup, on s'enferme, on vit parfois en autarcie. Et cette initiative a le mérite vraiment de mettre en relation des gens sans laquelle je n'aurais pas rencontré Manish qui vit en Inde, je n'aurais pas rencontré tous ces parlementaires-là qui vivent sur tous les continents. Et en réalité, l'initiative nous permet de réaliser assez curieusement que nous avons les mêmes problèmes. Moi, je vis en Afrique. C'est ça. Alors ça, c'est important ce que vous dites. Bah oui. On partage la même planète. On partage la même planète. Et on partage les mêmes problèmes. Et qu'on partage les mêmes problèmes. Moi, je vis au Togo, qui est un petit pays, mais autant la Normandie que le Togo souffrent de l'avancée du niveau de la mer. Nous, c'est entre 1 et 5 mètres. Toutes les années, on voit des villages qui disparaissent, on voit des écosystèmes qui disparaissent, et on se rend compte en échangeant que c'est la même réalité partout. Et qu'on ne vit pas seul dans notre petit espace, mais que nous avons des problèmes communs et que c'est ensemble que nous devons chercher des solutions. C'est en fait ça l'intérêt de cette initiative. Nous, parfois, on se dit, nous sommes dans un pays chaud, nous sommes dans un pays équatorial, mais on se rend compte que les gens qui sont qui vivent d'autres réalités ont les mêmes problèmes et que la planète, c'est comme un train, nous sommes dedans, on peut décider de ne rien faire. Ou on peut décider tout simplement de l'amener à une meilleure destination que celle à laquelle on a l'impression qu'actuellement nous sommes en train d'innovativement d'avancer. C'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Effectivement, une très belle métaphore.
je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, Alix, Oscar, Émile? Est-ce que vous voulez profiter de cette opportunité pour échanger avec un parlementaire? Moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour lutter encore pour la paix. Moi, j'ai une particularité, c'est que quand on parle de paix et de violence ou de guerre, je sais de quoi il s'agit. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été casque bleu en Côte d'Ivoire. Des gens m'ont tiré dessus. Heureusement, ils m'ont raté, autrement, je ne serais pas là. Donc, du coup, quand on parle de la paix, je peux le quantifier. Parce que j'ai connu des pays qui vivaient dans la guerre et aujourd'hui, Dieu merci, qui ont plus ou moins retrouvé la paix. Donc, c'est quelque chose qu'on doit chérir. En fait, quand on n'a jamais connu la guerre, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en paix. C'est quelque chose de très important. Donc, comment est-ce que nous, on agit d'abord, comme je l'ai dit, en communiquant. Et ensuite, aujourd'hui, il y a quelque chose de merveilleux, c'est Internet. Parce que Internet permet de gommer énormément de différences. Internet permet d'échanger des expériences. Internet permet en réalité de se rendre compte que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le même train. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que parlementaire? La première chose, c'est de pouvoir communiquer avec les jeunes. J'ai une page Facebook avec, à l'échelle du Togo, c'est beaucoup, 80 000 abonnés. Et je communique énormément avec tous ces jeunes-là pour parler des questions de développement durable. Parce que vous savez, en Afrique, on n'a pas des jeunes comme vous qui sont assez sensibilisés sur ces questions. C'est vrai aussi que la précarité fait qu'on pense d'abord à manger avant de s'occuper de tous ces problèmes. Mais je crois qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Internet, nous arrivons à parler avec des gens autrement, on n'aurait pas réussi à parler s'il n'y avait pas ces réseaux-là. Et ensuite, nous faisons des initiatives. Cette année, par exemple, le Parlement togolais s'est lancé dans un ambitieux programme de mettre 1 million de plants en terre. Mais attention, il ne s'agit pas de planter des arbres, il s'agit de les entretenir. Parce que toutes les années, on assiste à une opération cosmétique où les gens plantent des arbres. Après, on n'en parle plus. Et puis, 3 ans plus tard, il n'y a plus d'arbres. Donc, au fait, aujourd'hui, faire quelque chose de plus concret, planter des arbres et s'assurer que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est des forêts peut-être qui seront à cette place-là. Voilà, c'est peut-être quelques initiatives. Faire communiquer les jeunes, faire prendre conscience des risques climatiques, mais au même moment faire quelque chose de concret sur le terrain en faisant par exemple cette action. Dernière chose, aujourd'hui l'Afrique c'est 12 heures d'ensoleillement par jour. Donc c'est penser par exemple aux énergies renouvelables. Je participe à un projet où nous installons des lampadaires solaires dans les villages pour permettre justement aux élèves, peut-être en France ici vous ne vous imaginez pas comment des gens passent toute une nuit sans lumière. Ailleurs, c'est une réalité quotidienne. Donc, on installe des lampadaires solaires pour permettre aux élèves de ne plus se retrouver dans l'obscurité absolue à partir de 18h, mais de continuer à étudier, mais aussi éventuellement s'amuser à partir d'une certaine heure. À vivre, tout simplement. Jerry Tahama, député de l'Assemblée nationale du Togo. Merci également à Oscar, Alix, Axel Jeanne Lejeune, Émile Alborino, Marine Roussel et Céline Vastin. On vous applaudit bien fort. Merci à vous. Merci. Avant de quitter la scène, on aimerait dire une petite chose. Bien sûr. On aimerait souhaiter un bon anniversaire à Clémence de l'Institut international des droits de l'homme. Donc on aimerait l'applaudir. Bon anniversaire Clémence. Voilà, je profite de cet intermède pour nettoyer un micro. Tac, tac, tac. Voilà, je le dépose ici. Alors maintenant, je me tourne vers les organisateurs parce que nous devions présenter le dispositif ECHO. Qui me rejoint pour en parler? Est-ce que c'est Benoît Lemenet ou c'est monsieur le vice-président? Il va arriver dans quelques minutes, dans 2 minutes. Très bien. Alors on va attendre 2 minutes pour vous présenter le projet ECHO. J'en parlais finalement un petit peu en introduction. Ce projet, c'est la continuité de Walk the Global Walk. Walk, c'est un projet européen et la région Normandie ainsi que l'Institut ont souhaité poursuivre ce projet en attendant le démarrage de nouveaux autres projets européens. Et donc, ils ont créé le projet ECHO. Et c'est monsieur le vice-président qui va venir nous en parler. Avant cela, peut-être
dans la salle, j'aimerais, si c'est possible, si vous vous sentez, récupérer quelques réactions par rapport à tout ce que vous avez entendu. On a entendu des jeunes très engagés, on a entendu des parlementaires très engagés, un ministre, un jeune qui a créé Open Diplomacy. Vous voyez, hein, il était entre Sarkozy et Obama. Ben, peut-être demain, ce sera vous. Est-ce que vous avez... Celui-là? D'accord, c'est vous qui vous en occupez. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce qu'on peut entendre votre voix? Parce que, au fond, aujourd'hui, c'est votre voix qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut entendre votre voix? Est-ce que quelqu'un ose prendre la parole? C'est toujours difficile, mais est-ce que quelqu'un ose prendre la parole? Ça peut être un enseignant également, hein, bien sûr. Un premier retour sur ce que vous venez d'entendre de la part de soit vos collègues élèves, soit des parlementaires, des ministres. Personne n'ose se lancer? Si? Je te laisse nous donner ton prénom et puis on t'écoute. Hey, bonjour, je m'appelle Anouk et je voudrais savoir sur quoi est-ce que les parlementaires collaborent particulièrement et quels sont leurs rôles et leurs actions. Alors, Thomas, Monsieur Tahama, vous pouvez venir et puis répondre. Monsieur le ministre également, si vous voulez venir avec nous, il n'y a pas de souci. Sur quoi vous travaillez? Parce que c'est une question très pertinente. Il y a des thématiques. Donc, et cette année, vous travaillez, normalement, si personne n'a touché, c'est parfait. Effectivement, chaque année, il y a une thématique. C'est quoi la thématique de cette année? Qui a posé la question? Tiens, mademoiselle, madame, en France maintenant on dit madame. La déclaration des parlementaires pour la paix de cette année, elle a répondu au défi que le forum nous a lancé. Gouverner la paix. C'est un sujet un peu vaste quand même. Et on nous a dit il faut que ça traite de 4 enjeux majeurs. Évidemment, le climat. Évidemment, la santé. On était encore en pleine pandémie quand on a commencé à travailler ensemble. Les questions d'inclusion sociale. Black Lives Matter commençait à être extrêmement tendu aux États-Unis. En France, on est aussi concerné. On a aussi des enjeux de racisme, d'inclusion des personnes handicapées, d'inclusion des femmes. La France présidait au mois de juin le sommet mondial d'ONU Femmes qui s'appelle le Forum Génération Égalité qu'on a aussi préparé. Et 4e sujet que Manish maîtrise d'une main de maître, les questions technologiques. Parce que vous avez tous, je suis sûr, au moins un proto-smartphone, si ce n'est un smartphone dans vos poches, qui vous pompe vos données personnelles toute la journée, qui enrichit des entreprises qui ne payent aucune fiscalité. Ce qui est très intéressant parce que, comme Jerry l'a dit tout à l'heure, ça nous connecte tous. Le problème, c'est que ça change complètement les rapports de force économiques, y compris les moyens financiers dont nous disposons là, dans cette salle, pour la faire, cette fameuse transition écologique qui est au cœur de tout ce que vous avez décrit. Donc on a travaillé sur ces sujets-là, et je vais vous donner un exemple très concret de ce qu'on a fait. Alors je vais laisser Jerry développer ce qui lui a plu cette année, parce que moi je suis que le passeur du groupe. Il y avait 15 parlementaires cette année, 10 l'an dernier, mais l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez dans la plénière de ce matin, on a beaucoup parlé de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un sujet un peu compliqué, il faut avoir fait du droit international, il faut avoir fait beaucoup d'histoire, mais grosso modo, chacun comprend qu'il y a des puissances, celles qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, qui ont un droit de bloquer toutes les décisions internationales quand ça touche à la paix et à la sécurité. On vient de faire le lien avec l'ODD 16, c'est pour ça que je prends cet exemple. Quand il y a un génocide, et qu'il y a un pays qui oppose son veto parce qu'il a un intérêt politique à ce que le génocide ait lieu, est-ce qu'il est normal que le droit de veto existe? Non. Ça veut dire qu'on a créé les moyens intrinsèques des Nations Unies de s'auto-bloquer contre elles-mêmes. On a créé une réaction auto-immune contre la Charte de San Francisco. C'est passionnant. Et donc, les parlementaires pour la paix, l'année dernière, quand ils ont travaillé sur ce sujet, on était un petit peu en avance sur Normandie pour la paix, qui travaillait cette année en plénière sur ce sujet. On a dit, quand il y a un cas de génocide, il faut que le droit de veto soit interdit, qu'il soit suspendu. Quand la Chine massacre des Ouïghours par des camps de concentration, par des camps de castration, par des camps d'internement qui sont pires que ce que les nazis ont pu faire, dont on ne parle même pas, il ne faut pas qu'elle puisse opposer son veto à l'ingérence étrangère pour aller défendre les Ouïghours. Quand la Syrie de Bachar el-Assad massacre à coups de gaz
de gaz, ce mot qu'on n'a pas employé depuis la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, à coup de gaz sarin, celui qui vous fait étouffer, qui vous fait vomir dans votre étouffement, pour tuer des populations civiles parce qu'elles ne sont pas d'accord avec la façon dont le pouvoir est exercé, quand la Russie met son droit de veto 11 fois, pas une, pas deux, pas trois, 11 fois sur ce sujet, il est impensable que ce droit de veto ait un sens. Et donc les parlementaires pour la paix, ils ont dit une chose très simple. Les Nations Unies, c'est la chose la plus formidable qu'on ait inventée. Si on veut la modifier encore, on va tout casser. Je vous ai dit tout à l'heure, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Alors pour modifier un paramètre dans l'architecture et éviter que tout s'effondre, parce que le monde est un château de cartes, on va juste se dire, il faut interdire le droit de veto, au moins dans les moments où il s'agit d'empêcher une situation de génocide. Voilà un exemple que je prends parce que vous venez de travailler sur l'ODD 16 sur la paix. Jerry, je te laisse développer. On a travaillé sur énormément de sujets. Je vous ai donné les 4 axes. Jerry, peut-être en un mot, parce qu'on a pris beaucoup de retard et les jeunes ont des quarts à prendre après, à la fin de la journée. C'est très sérieux. Donc, en un mot. Non, moi, je vais aller rapidement. Je vous donne un exemple en ce qui concerne mon pays, le Togo. Au Togo, 1,5 giga coûte 7,5 € dans un pays où le SMIC est autour de 50 €. C'est juste un exemple pour vous dire, moi je travaille sur l'innovation technologique et aujourd'hui, cette innovation-là, on doit pouvoir faire en sorte que l'innovation technologique soit la chose la mieux partagée à travers le monde. Donc voilà un sujet sur lequel on travaille. On a fait plein de recommandations et comme le temps nous manque, j'ai voulu donner cette illustration pour qu'on comprenne, pour que les jeunes comprennent la chance que peut-être vous avez ici à avoir des forfaits qui sont faciles, alors que 1,5 giga de mégas, par exemple, au Togo, représente à peu près 20% du salaire moyen dans le pays. Donc voilà. Donc voilà des propositions sur lesquelles on travaille pour faire en sorte qu'on puisse mieux développer certaines technologies pour tous les pays du Nord autant que du Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jerry Tahama, Thomas Friand, merci. On a pris beaucoup de retard, veuillez nous en excuser. On va passer tout de suite à la présentation du dispositif ECO. Et pour cela, nous rejoint sur scène François-Xavier Priolo. C'est le vice-président de la région Normandie en charge de l'Europe, de l'international et du rayonnement de la Normandie. Bonjour monsieur le vice-président, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, je le disais, on passe de WOC, de Global WOC, programme européen, programme triennal qui est arrivé à son terme, au programme ECO, créé par la région Normandie et mis en œuvre par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Mais peut-être que je vous laisse la parole parce que c'est vous qui êtes à la manœuvre. C'est nous, avec surtout l'Institut des droits de l'homme et de la paix, cher Jonas, et présidé par Alain Touré. Je suis toujours très heureux d'être devant des collégiens et des lycéens nombreux pour en effet parler dans le prolongement de ce qui était Walk the Global Walk, qui était un programme européen soutenu par la Commission européenne. Et on s'est dit qu'à l'issue de ce programme, ce serait dommage de s'arrêter là. Parce qu'on ne va pas considérer qu'on n'a plus d'éducation aux objectifs du développement durable parce que uniquement un programme communautaire s'arrête. Et on aime bien s'inscrire dans le temps long, dans la durée. Et à travers, et je salue Thomas Friand et nos parlementaires pour la paix que je retrouverai un peu plus tard tout à l'heure, parce que c'est très important cette initiative. C'est très important en fait de semer des graines pour l'avenir. Et on essaye d'avoir une action qui soit une action cohérente. Et cette action cohérente, elle a une forme de constitution et c'est vraiment lié à ces objectifs de développement durable à travers le programme ECO, donc inventé par l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Notre constitution à Normandie pour la paix, notre feuille de route, c'est ce fameux manifeste Normandie pour la paix. Et ce manifeste, il est en totale cohérence avec les objectifs du développement durable parce qu'il s'intéresse aux objectifs de long terme. Le problème dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'il y a le temps politique, il y a le temps médiatique, il y a le mauvais temps, mais que tout ça, souvent, ça nous fait un petit peu perdre le recul nécessaire sur les choses. Et qu'on pense que quand on traite l'urgent, on a traité l'important. Alors que souvent, l'urgent, c'est pas l'important. L'urgent, c'est l'accessoire. Et ce qu'on veut traiter à travers le programme ECO, c'est l'important, c'est l'essentiel. Et on a besoin de tout le monde pour le faire et que dans l'éducation et dans un parcours scolaire, finalement, je le disais hier en ouverture du prix Liberté avec la rectrice de Normandie, il n'y a pas que le savoir académique. Il y a aussi de
comprendre le monde dans lequel on vit et les grands enjeux, et il y a de l'éducation à faire. Et on voit bien aujourd'hui que sur beaucoup de sujets, et en particulier, vous travaillez plus spécifiquement sur 2 ODD, qui sont le 13, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et le 16, paix, justice et institutions efficaces. Tout ça dans le cadre de se dire comment est-ce qu'on s'éduque aux ODD. On voit que finalement, les formateurs, c'est vous. C'est vous qui formez vos parents et vos grands-parents. Et vous êtes aussi un peu ces lanceurs d'alerte. On l'a vu très clairement. Qu'on partage ou pas la méthode, moi je ne suis pas un fan du pessimisme de Greta Thunberg. Je trouve que pour avancer dans la vie, il faut être dans la confiance plutôt que dans la défiance. Mais néanmoins, Greta Thunberg, elle est très jeune et elle renverse des montagnes, elle soulève des montagnes. Et donc on voit bien que votre génération, elle a cette responsabilité. Et qu'il faut aussi qu'on vous donne du contenu. Et qu'à travers ces programmes pédagogiques, ce qu'organise l'Institut des droits de l'homme et de la paix, qui est un peu notre opérateur pour ces grands programmes, c'est l'idée aussi de vous permettre d'incarner ces objectifs de développement durable, parce que ça peut être très théorique. Vous savez, quand on parle des relations internationales, des Nations Unies, on a l'impression que c'est loin. Or, c'est notre vie quotidienne. Et pour l'incarner, on a aussi besoin de ces moments pour se retrouver, pour échanger. Et c'est ça un peu l'initiative Normandie pour la paix, c'est que d'un seul coup, des choses qui pouvaient vous paraître un peu complexes, dont on ne sentait pas la résonance, et bien tout d'un coup, vous avez fait la bonne rencontre et ça va aussi vous guider dans cette éducation. Et attention, l'éducation aux objectifs du développement durable, ce n'est pas du dogmatisme, c'est certainement pas de l'idéologie. C'est au contraire un grand pragmatisme, mais c'est adossé sur des valeurs fondamentales. Et vous êtes aussi les gardiens des valeurs, parce que finalement, si vous n'agissez pas dès aujourd'hui, si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, c'est le basculement du monde dont on disait il sera pour demain ou pour après-demain. En fait, il est même peut-être pour ce soir si vous n'agissez pas. Donc, merci à vous. On a besoin de vous. Vous êtes des ambassadeurs, mais pas des ambassadeurs dans la représentation. Vous êtes des ambassadeurs dans l'action. Bonne réunion. Merci beaucoup, François-Xavier Priolo, vice-président de la région Normandie. Je vous libère parce que je sais que vous n'aviez que 5 minutes, mais c'est très gentil d'être venu à notre rencontre. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. On poursuit avec le dernier panel, l'éducation aux ODD, Walk the Global Walk, et puis l'engagement éco. J'invite Alexandre Chaouch, Nolwenn Fischer et Christelle Greskoviak à me rejoindre sur scène. Le temps de nettoyer les micros, le temps que vous vous installiez, je vous en prie. Voilà, venez, asseyez-vous. Alors, à nouveau, des actions, des envies, de l'engagement. Nolwenn, tu nous parles un petit peu de l'action que vous avez mise en œuvre, l'association créée. Alors, qui en parle? C'est Alexandre qui en parle, parce que c'est peut-être Alexandre qui l'a créée quand même, donc on va laisser le créateur en parler. Alexandre Chaouch, toi tu as créé une association. Parle-nous de cette association et des objectifs. Alors, nous, l'année dernière, on a créé une association qui a pour but de mener des projets écologiques et de sensibilisation à l'environnement au niveau des collégiens, des lycéens et du grand public. Donc on l'a créé l'année dernière, entièrement des élèves, que des lycéens du lycée Hortipole d'Évreux, accompagnés de notre professeur, Mme Greskoviak, et Mme Nietubski, notre professeur d'anglais qui est dans le fond. Qu'on salue, voilà, tout au fond. Donc cette association, on y tenait vraiment à cœur, parce qu'avant on n'était qu'un groupe d'élèves. On est passé d'un groupe d'élèves à une association pour mener de plus gros projets et toucher un plus grand nombre de personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette association, alors? Alors pour l'instant, cette association, elle a déjà fait beaucoup de choses en une année. On a participé à l'appel à projet C'est Durable, l'appel à projet du réseau normand des éco-responsables, à La Forêt s'invite à l'école, initié par l'association Terre Agir et en participation avec l'ONF, l'Office national des forêts. On a eu la chance d'être nominé pour les trophées. Donc c'est un prix qui valorise le plus beau projet, le mieux réussi, on va dire. Parmi 190 dossiers nationaux, on a fait partie des 14 et on a représenté la région Normandie au niveau de cet appel à projet. Donc c'est déjà beaucoup.
Ouais, c'est pas mal. Nolwenn, là, ce que j'entends, c'est faut oser, parce que on va loin quand on ose. Ton engagement, Nolwenn, toi, pourquoi tu as voulu t'engager? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, ou est-ce que tu l'as pensé comme un engagement? Ou tu t'es dit, voilà, faut que je m'engage, ou c'est une action naturelle que tu conduis? Pour moi, c'est une action naturelle. Déjà qu'à la maison, je fais déjà pas mal de choses au niveau de la responsabilité des déchets ou autres plantes ou projets éventuellement possibles à faire à partir d'objets recyclés ou autres. Donc moi, ça m'a fait plaisir de participer à cette association pour que ça aille plus loin au niveau de tous les projets qu'on a effectués et puis associer d'autres personnes pour que le projet puisse s'agrandir, que l'association puisse être connue et reconnue pour toutes les activités et autres choses qu'on fait. Je vais me tourner vers votre enseignante, Christelle Greskoviak. Comment on fait pour que ce soit bien les jeunes qui décident, qui agissent, qui soient à la manœuvre, pour qu'ils gardent la main et, en les accompagnant, mais sans trop les guider, les orienter? Comment vous faites? Quelle est votre posture? C'est simple? Ben là, on le voit bien par rapport aux projets qui ont été menés cette année avec l'Institut européen des droits de l'homme. C'est les élèves qui, par rapport à un objectif, choisissent un projet, réfléchissent dessus, créent le projet et le réalisent. Donc nous, on est là pour les accompagner. Donc ça, c'est les projets de classe. Et au niveau de l'établissement, au niveau des éco-responsables, eh bien, ils réfléchissent à des projets des actions qu'ils peuvent faire au sein de l'établissement ou à l'extérieur pour sensibiliser des autres lycéens, des collégiens, comme ils l'ont fait également l'année dernière. C'est le lycée Hortipol d'Évreux. Est-ce que du coup, il y a une fibre déjà, Christelle? Est-ce que vous sentez, vous, que bon, ils vont dans cette filière parce qu'il y a l'appétence aussi, quand même? Ils sont très sensibilisés au niveau de l'environnement, au niveau de la préservation de la biodiversité. Donc ça, c'est vrai que c'est des objectifs qui leur tiennent à cœur, mais ils sont prêts à s'engager, comme on l'a vu cette semaine, au niveau de l'alimentation, pour limiter, par exemple, ou pour comprendre pourquoi il peut y avoir gaspillage au niveau de la cantine. Du gaspillage, voilà. Ouais, tout à fait. Je vous propose de poursuivre les échanges, parce qu'on a la chance à nouveau d'avoir un parlementaire de Open Diplomacy. Je vous demande d'accueillir Madame Rosa Björk, si vous voulez bien. Député d'Islande, alors journaliste également. J'ai pas osé, Rosa Björk, relever le défi. Est-ce que vous pouvez, pour moi, dire votre nom intégralement? Bonjour. Ah. Il a peut-être... Bonjour tout le monde. Je vous donne 10 sur 10 si vous dites Brynjolfsdóttir. Qui tente? Allez-y. Alors, je le disais, vous êtes journaliste. On parle là de transmission. Ça aussi, vous, c'était quelque chose que vous avez conduit tout au long de votre vie, qui vous a motivé dans vos actions professionnelles et dans votre engagement professionnel? Oui, tout à fait. Avant d'être membre du Parlement islandais, j'étais pas seulement journaliste, mais aussi guide de montagne. Donc, dans la nature et le climat, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, tout ce que j'ai fait comme membre du Parlement, pas tous, mais la plupart, concerne le climat et les affaires d'environnement. Donc, en même temps, l'Islande est un pays qui a une image d'être très pur, propre, etc. Et nous avons des sources naturelles. Nous sommes un pays très riche. Nous sommes seulement 340 000 habitants. Donc, vous avez la chance de rencontrer une Islandaise. Mais en même temps, nous avons la plus grande pollution par personne en Europe. C'est-à-dire, on utilise cette énergie renouvelable, très, très propre, qui vient directement de notre terre, en géothermie, ou la hydroélectrique qu'on produit en Islande.
pour fabriquer l'énergie pour l'industrie lourde. 80% de notre énergie va là-dedans, qui pollue beaucoup. Donc c'est ça qui est un grand projet pour nous, pour tourner. Et c'est pour ça que nous avons aussi les jeunes lycéens, les jeunes islandais qui font la même chose que vous ici, qui vont sur les rues, qui protestent, qui bougent, nous, les politiciens. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment... on vous remercie de votre énergie, de votre effort, et puis de pousser nous qui travaillons comme parlementaires, de faire encore mieux et de pas non seulement marcher plus vite, mais courir. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Il faut agir vite. Alors, est-ce que vous voulez bien justement que je laisse tout de suite la parole aux jeunes pour qu'ils vous posent les questions. Je me mets en retrait parce que je crois que vous aviez des questions quand même à poser à Madame la députée. Alors oui, on a plusieurs questions, on a 3 questions. Alors on va déjà en prendre une et après on verra si on a le temps d'en prendre d'autres. Il y en a déjà une qui a été en partie répondue. Hein. Donc nous, en tant qu'association, on avait une question qui nous touche un peu tous par rapport à un pays étranger. Est-ce qu'il y aurait des possibilités de rester en contact afin de mener des projets peut-être communs, projets de sensibilisation, nous apporter quelque chose et vous nous apporter quelque chose. On voulait savoir si cela pouvait se faire. Une main étendue. Vous voulez dire une relation avec les jeunes islandais? C'est ça, ou... entre associations. Absolument, je peux vous aider avec ça. Et oui, je suis très heureuse de vous aider avec ça. Merci. Oser, vous voyez, il faut oser. Bravo, merci beaucoup, merci. On prend une dernière question. Quand même, une autre question pour Madame la députée, si vous voulez bien. Vous en avez des questions, je sais que vous en avez. Oui, on en a, mais je l'ai oublié. Est-ce qu'il y a alors déjà, je crois que vous vouliez savoir un petit peu quel était l'engagement, comment ça se passait les jeunes au sein de leurs écoles. C'est ça, hein? C'est ça, oui. À quelle échelle les jeunes en Islande Comment ils s'engagent? Comment les jeunes s'engagent? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des éco-responsables? Est-ce qu'il y a des élèves? Comment ils se organisent? Est-ce qu'au niveau de l'éducation, il y a... Il y a plusieurs manières. Comme ici en France, il y a tous les vendredis à midi, ils protestent devant la maison parlementaire. Il y a aussi pas mal de lettres qu'ils ont fait. Nous avons eu les élections parlementaires le samedi dernier et 2 semaines ou 3 semaines avant, il y avait une organisation. Ça, c'est une bonne idée pour vous. Il y a une organisation qui ont demandé à toutes les partis politiques de retourner les documents sur qu'est-ce qu'ils ont fait déjà sur l'économie, sur le climat. Donc, ils ont créé une charte. Et pour donner les chiffres 1 sur 10 sur noter une note. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée parce que nous, les politiciens, on tremblait parce que qu'est-ce qu'ils vont me donner? Quelle va être la note? Quelle note? Parce que les partis, ils veulent pas être les plus bas et ils veulent montrer qu'ils s'engagent dans ces sujets-là. C'est une excellente idée, hein, effectivement. Si vous voulez juger vos députés, vos politiques, vous pouvez voir leur engagement, comment ils circulent, etc. Je crois qu'on va les laisser parce qu'il y a des passerelles et des liens à faire. Vous allez échanger vos cartes. En tout cas, bravo et merci beaucoup. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Voilà, le temps passe vite. On a pris un petit peu de retard, mais voilà, il est temps de conclure. Ouais, les échanges ont commencé, vous avez vu, il faut oser. Hein. Je crois que là, le maître mot, c'est oser, continuer. J'espère qu'on ira en Islande l'année prochaine pour clore le projet ECO. Le directeur de l'Institut me fait oui. Ça veut dire non. Allez, Alexandra et Juliette nous rejoignent.
Dois-je les présenter? Je crois que la réponse est non, mais je vais le faire quand même parce que c'est un plaisir. Alexandra Frontali, chargée de mission éco pour l'Institut, et Juliette Joyeux, apprentie chargée de mission. Elle est en master actuellement pour l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. On va clore ensemble cet agréable moment. Merci d'avoir été avec nous. On va discuter juste, on va vous présenter le projet ECHO. Certains d'entre vous sont déjà engagés d'ailleurs dans ce projet qui a démarré. Voilà, on voit que ça y est, c'est parti, les échanges ont été faits, les cartes sont prises. Juliette, dès que tu auras récupéré un micro, voilà. Parce qu'on parle d'engagement, on parle d'en faire un métier. Juliette a commencé comme service civique à l'Institut, c'est ça? Oui, j'ai commencé en 2020 comme service civique à l'Institut sur le programme Walk de The Global Walk. Juliette, on rappelle peut-être pour tout le monde, service civique, c'est quoi et quand est-ce qu'on peut faire un service civique? Parce que ça peut les intéresser. Alors, on peut faire un service civique entre 16 et 25 ans. Donc, tout dépend de la durée de la mission. Moi, ça a été 9 mois dans l'Institut. Et en fait, on est sur une mission et c'est de la citoyenneté, on apprend la citoyenneté. Et est-ce que tu as un souvenir particulier à partager avec nous? Alors, oui. Un meilleur moment? Mon meilleur moment, c'était les découchés avec Alexandra, quand on jouait à Mario Kart et que je la battais. Non. Plus sérieusement, mon meilleur moment, c'est la formation des élèves facilitateurs. Là, on sent un engagement et une bienveillance entre les élèves de différents lycées. Et c'est assez agréable de les voir se réunir et s'engager pour leurs projets. Et voilà. Et voilà, ben ça va être ton métier, en fait, ça y est, t'es parti, hein, là t'es en apprentissage, en master, et voilà, la vocation se poursuit. Alexandra, on parle du projet ECHO, alors malheureusement, hein, il y a les notions de quart de logistique, en plus on est vendredi soir, les bouchons, il pleut, donc je sais que ça peut être vite l'enfer, mais on continue notre petite bulle là, ensemble, de bonheur, et on découvre avec toi, Alexandra, le projet ECHO. Alors c'est quoi les grandes dates, à quoi il faut s'attendre? Le projet ECHO, c'est la continuité du programme Walk the Global Walk avec beaucoup de temps similaires. Quelques petits changements pour les enseignants et les élèves. Cette année, on travaillera sur l'objectif de développement durable numéro 4, éducation de qualité. Et justement, pour proposer une éducation de qualité, on propose aux enseignants d'être outillés, d'être formés à la méthode d'éducation aux droits de l'homme, afin qu'ils puissent aussi s'emparer de nos méthodes en complémentarité et justement participer à une éducation de qualité. On souhaite aussi un petit peu continuer dans la lancée de ce qu'on faisait, ce qu'on a testé sur Walk the Global Walk, cette consultation. On faisait remonter des recommandations des jeunes aux autorités locales et aux acteurs locaux engagés en faveur du développement durable. Donc c'est aussi les deux choses qu'on propose aux classes inscrites cette année, soit de continuer à créer un projet de classe en faveur de l'ODD 4, soit tous ensemble de créer des recommandations. Qu'est-ce que la jeunesse normande veut mettre en place, souhaite avoir pour que l'éducation soit de qualité en Normandie. Voilà, c'est l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. On a la chance de l'avoir ici à Caen et il œuvre dans toute la Normandie, en France, et il rayonne aussi dans le monde. J'aimerais qu'on les applaudisse. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, le directeur nous rejoint sur scène. Si, juste, voilà, pour la photo. Bravo, on vous applaudit. Bravo à vous. Merci pour votre engagement. Bon travail, bonne continuation. Et on se retrouve l'année prochaine. Voilà, merci. Bravo.